Aujourd'hui, je vais vous expliquer, on va traiter ensemble cette question de régression linéaire et LMS. Le problème est de simuler un tel phénomène avec une fonction linéaire, θ scalaire x, où chaque θ i va, chacun des θ, donc θ c'est un vecteur en fin du compte, comme comme précisé ici, où chaque élément va simuler un aspect des inputs. Donc notre tâche est de s'approcher du réel, donc par la suite de minimiser l'écart entre l'hypothèse et le réel. Je commence par comment faire cette mise à jour, comment le faire. Ici, il nous demande de calculer la règle de mise à jour. La règle de mise à jour, c'est tout simplement θ reçoit θ, θj si vous voulez, reçoit θj moins alpha, le dérivé de θ par rapport à θj. J'effectue ce calcul. Là, c'est une fonction composée. Le 2, ici, se simplifie avec ce 2-là. Donc ici, puisque c'est une fonction carrée, celui-là reste intact. Et je dérive par rapport à θj ici. Ici, si je dérive, je reçois cet élément-là. Ici, je justifie le fait que le produit scalaire, c'est ça. Tous ces éléments-là ne dépendent pas de θj. Seulement ce terme-là, xj, θj fois xj de i. Donc, ce qui justifie le résultat final. Ici, je discute de la règle de mise à jour stochastique. C'est tout simplement on se limite à un seul exemple et on ne prend pas compte de la somme de tous les exemples, car cela est lourd d'un point de vue computation. Par la suite, je justifie le fait que je peux écrire la fonction gθ, la fonction coût, comme étant cette fonction-là, où c'est xθ moins y. Elle est tout simplement cette fonction-là. Pourquoi? Car ici, x, c'est une matrice où je mets comme ça, où je mets comme les lignes, les exemples transposés. Je multiplie par θ, j'ai cette représentation-là. Je retranche y, j'ai cela. Et si je prends la norme au carré de ça, j'aurai tous ces éléments-là sommés, la somme de tous ces éléments-là sommés, et la somme de tous ces éléments-là sommés, c'est ça. Oui, on ajoute l'un demi, ce qui justifie cette écriture-là. On écrit comme ça pour avoir l'équation normale, celle-ci. Donc, par la suite, je calcule la différentielle. La différentielle, je différencie par rapport à droite et à gauche, puisque c'est symétrique. Donc, je différencie une seule fois et je multiplie par 2. Cette multiplication par 2 va simplifier avec ce 1 demi. Et la différentielle de xθ h, c'est xh. Et ici, on a xθ moins y. Par la suite, je multiplie par x transposé pour faire venir le x transposé ici, pour avoir enfin le gradient multiplié par h. Et pour avoir un extrémum, j'annule le gradient et j'ai donc l'équation normale. Par la suite, il nous demande d'inverser. On ne peut inverser avec un inverse unique que avec un rang de x qui est égal à n, avec un rang maximal. Et par la suite, avec le pseudo-inverse, j'ai un inverse, mais il y a beaucoup d'autres inverses qui vérifient cette égalité, celle-ci. Et enfin, à la fin de cette partie, il nous demande de comparer d'un point de vue computationnel l'approche ou le coût de chaque approche, c'est-à-dire l'approche donc des équations normales ou descente de gradient. Pour la descente de gradient, on va choisir la descente de gradient batch. Donc pour faire la multiplication d'une matrice x transposée avec x, où x c'est de taille m et ici n, alors je vais faire la multiplication pour avoir une seule case de la matrice résultat x transposé x. Je vais multiplier ça par ça. Donc ici on a m multiplication plus m moins 1 addition. Donc je vais multiplier ça par ça et je vais ajouter à ma somme. Je vais commencer la somme par cette multiplication. Par la suite, donc, j'ai m-1, addition et m multiplication, donc ce qui est et j'ai n au carré case là.
à la fin, je vais grand O de mn carré comme complexité. Pour l'autre exemple, donc pour un seul batch de m exemples, donc j'ai pour faire une seule, un seul mise à jour dans le cas dans régression, donc la régression batch, SGT batch. Donc je vais faire pour un seul exemple, j'ai n cases à faire, à faire la mise à jour. Et j'ai m exemples, donc c'est grand O mn. Donc par la suite, on va essayer de justifier ce choix-là de la fonction coût. Je vais prendre un bruit gaussien. Et pourquoi on choisit un bruit gaussien? Cela revient tout simplement à la théorème centrale limite qui postule que pour, pour un bruit particulier ou pour une somme de, éléments, de variables aléatoires, donc contradictoires, ou de sommes indépendantes, pardon, la somme de ces, euh, de ces variables aléatoires converge vers une loi gaussienne. Donc si je reviens là pour vous faire, pour que je sois plus en mesure de vous expliquer ce dont il s'agit, je viens ici et je tape TCL. Ça, je vais le mettre là. Donc, on voit là que xn moins nu sur la racine de n converge vers une... xn, c'est la somme. C'est la somme moins l'espérance sur racine de n va converger vers une... Donc xn, c'est ça, tout simplement. Puis je multiplie par racine de n, cela va converger vers une loi gaussienne. Donc c'est pour justifier tout simplement notre approche à la forme. Donc le théorème central limite postule que la somme d'éléments assez contradictoires, etc. Et je ne sais pas enfin, à la fin qu'est-ce que représente l'epsilon i, mais epsilon i, on a des éléments contradictoires dans ces epsilon i. Donc il y a des phénomènes divers. Donc ici, par exemple, si je simule, donc l'écart peut être dû à des aspects différents. Et ces aspects différents, je peux la simuler par une somme. Donc epsilon i égale la somme des aspects différents de j allant de 1 jusqu'à n. Donc chaque élément ici va contribuer. C'est une variable aléatoire indépendante. Je peux aussi considérer ça. Et en supposant ça, cela va, avec la théorème centrale limite, va converger vers une gaussienne. Cela justifie cette approche-là. Donc par la suite, je ne fais que appliquer donc cette écriture-là pour avoir epsilon i, puisqu'elle suit une gaussienne. Donc alors, je peux l'écrire comme ça. Et puis, puisque epsilon i égale ça, je n'ai fait que mettre ça par là. J'ai tout simplement ce résultat à la fin. Par la suite, il nous demande de calculer Lθ. Donc je commence par calculer grand L de θ. J'ai le produit, j'ai à la fin ça. Et puis je prends le log de grand L de θ. Et j'ai, en fin du compte, le résultat demandé. Et ici, j'ai, si vous avez remarqué, la fonction gθ. Avec l'indemi, bien évidemment. Donc, pour maximiser le likelihood, je minimise le coût. Ici, le mode dans le cas de bruit laplacien, c'est une autre hypothèse. Et avec cette petite hypothèse, j'ai l'écart en valeur absolue. Et à la fin, il nous demande de justifier notre choix de MCO.
Et s'il nous demande de justifier le choix de l'MCO, c'est-à-dire du moindre carré ordinaire, ce choix-là se justifie par le fait que cette approche-là, rapide, elle est auditable, elle est interprétable, donc utile avant de, de retrouver ou de chercher des modèles complexes et lourds. Par exemple, pour simuler une fonction qui prédit le taux de glycémie, je peux prendre comme x1 par là, x1 représente la taille, xn représente le poids. Si x1 représente la taille et xn représente le poids, dans notre modèle, donc MCO, notre modèle de régression, donc notre modèle linéaire, donc θ1 va représenter le coefficient taille et θn représente le poids. Ainsi, je comprends, si θ1 change, alors un tel exemple qui a changé θ1 de façon significative a changé la taille ou l'invocation de la variable taille dans ce modèle qui prédit le taux de glycémie. Et si cela change θn, alors cet exemple précis a une incidence particulière dans le changement de la variable poids pour ce modèle précis. Donc cela justifie le fait que ce modèle est interprétable, il est simple, et c'est une approche préférable avant de se réfugier avec des modèles complexes où l'interprétation serait plus complexe ou parfois impossible à faire.